Cette vidéo est faite pour que vous la regardiez en essayant de dormir, tout en apprenant quelque chose sur le bouddhisme. Si vous aimez ce type de contenu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Il y a quelque chose d'amusant sur le bouddhisme qu'on ne vous dit pas au début. On imagine toujours que ça va être sur la paix intérieure, non? Genre, s'asseoir dans une belle position, respirer lentement, et magiquement tous les problèmes de la vie vont se résoudre tout seuls. Puis vous découvrez que la réalité est un peu différente. Et par un peu différente, je veux dire complètement folle. Parce qu'il se trouve que chercher la sagesse bouddhiste dans la vraie vie est une expérience bien plus étrange que ce à quoi n'importe qui s'attend. Ce n'est pas sur trouver une paix intérieure magique, c'est sur comprendre comment les choses fonctionnent vraiment et découvrir que cette compréhension peut être à la fois frustrante, libératrice et absolument hilarante. Aujourd'hui, vous allez connaître 4 personnes qui ont découvert cela en pratique, chacune à une époque complètement différente. Chacune essayant d'appliquer les enseignements bouddhistes dans des situations que Bouddha n'avait probablement jamais imaginées. Et toutes apprenant que la réalité a un sens de l'humour très particulier quand il s'agit de croissance spirituelle. Donc si vous vous êtes déjà demandé pourquoi chercher la sagesse semble parfois plus compliqué que comprendre pourquoi le Wi-Fi s'arrête de fonctionner toujours au mauvais moment, ces histoires vont avoir un sens total pour vous. Pierre Dubois avait un problème. Ce n'était pas un problème commun, genre argent ou relation. C'était un problème philosophique, ce qui aurait déjà dû être un signal d'alarme. Il était sculpteur à Lyon au XVe siècle. Bonne époque pour être artiste, surtout si vous saviez faire de belles statues pour des gens riches qui voulaient montrer à quel point ils étaient importants. Pierre savait faire de belles statues. Le problème, c'est qu'il voulait faire des statues utiles. Spécifiquement, il voulait faire des statues qui éliminent la souffrance humaine. L'idée surgit quand il sculptait une Madone pour l'église locale. Pendant qu'il travaillait le marbre, observant les gens qui venaient prier, il remarqua quelque chose. Tout le monde semblait un peu triste. Même quand il ne pleurait pas, il y avait une expression sur les visages qu'il ne pouvait ignorer. Une sorte de poids invisible que les gens portaient. Il doit être possible, pensa-t-il, de créer de l'art qui résout cela. C'était une belle idée. C'était aussi complètement fou, mais Pierre ne le savait pas encore. Il commença en étudiant les expressions faciales. Il passa des mois à observer des gens heureux, essayant de comprendre exactement ce qui rendait un visage joyeux. Il découvrit que les vrais sourires impliquaient des muscles spécifiques autour des yeux, que la posture corporelle changeait quand quelqu'un se sentait bien, qu'il y avait une différence subtile entre joie forcée et contentement réel. Armé de cette connaissance, Pierre créa sa première sculpture thérapeutique, une figure de marbre avec le sourire le plus parfait qu'il put imaginer. Ce n'était pas seulement techniquement correct, c'était le type d'expression qui devrait faire que n'importe qui se sente mieux rien qu'en regardant. Il plaça la sculpture sur la place principale de Lyon et resta à observer les réactions. Les gens s'arrêtaient, regardaient, commentaient sur la qualité technique et continuaient leur vie exactement comme avant, avec la même expression de poids invisible sur les visages. Pierre fut confus. La sculpture était parfaite. Le sourire était techniquement impeccable. Pourquoi ça ne marchait pas? Peut-être qu'il fallait plus de sculpture. Il en fit une seconde, puis une troisième. Bientôt, il y avait toute une collection de figures souriantes éparpillées dans la ville. Les gens commencèrent à les appeler les statues heureuses de Pierre. Certains les trouvaient charmantes, d'autres un peu perturbantes. Mais personne ne semblait être guéri de quoi que ce soit. Pierre décida que le problème était l'échelle.
De petits sourires sur des statues individuelles n'étaient évidemment pas suffisants. Il fallait penser plus grand, beaucoup plus grand. Il commença à planifier ce qu'il appela le projet de bonheur monumental, une série de sculptures géantes qui transformerait tout Lyon en une sorte de musée de joie en plein air. Chaque coin aurait une œuvre d'art dédiée à éliminer un type spécifique de tristesse. La famille Rothschild, qui patronnait ces œuvres, trouva l'idée intéressante, principalement parce que Pierre devenait célèbre, et les œuvres célèbres valorisaient les propriétés. Ils donnèrent de l'argent pour le projet. Pierre interpréta cela comme une validation scientifique de sa théorie, ce qui nous amène au point où il aurait vraiment dû s'arrêter pour réfléchir. Mais il ne s'arrêta pas, parce que quand vous avez une mission pour sauver l'humanité à travers l'art, des détails comme « est-ce que ça marche ?» semblent secondaires. Il passa les 5 années suivantes à créer ce qui fut probablement la plus grande collection d'art dédiée à l'élimination de la souffrance dans l'histoire de l'humanité. Il y avait des statues représentant le dépassement du deuil, des sculptures symbolisant la victoire sur l'anxiété, des monuments célébrant la fin de la mélancolie. Lyon ressemblait à un parc thématique du bonheur, et les gens continuaient exactement comme ils avaient toujours été, certains heureux, d'autres tristes, la plupart quelque part au milieu, vivant leur vie normale, gérant des problèmes normaux, ressentant des choses normales, ce qui laissa Pierre dans une situation très étrange. Il était devenu l'un des sculpteurs les plus respectés de France, en créant de l'art dédié à résoudre un problème qui apparemment ne pouvait pas être résolu. Le premier indice que quelque chose n'allait pas vint d'une source inattendue. Madame Dubois, une dame qui vendait du pain sur la place où Pierre avait placé ses premières sculptures heureuses. « Artiste !» l'appela-t-elle un jour. « Puis-je poser une question sur vos statues ?» Pierre fut excité. Enfin, quelqu'un voulait discuter de l'impact thérapeutique de son œuvre. « Bien sûr, madame, est-ce qu'elles aident avec une tristesse spécifique ?» Madame Dubois le regarda avec cette expression que les personnes âgées font quand elles veulent être gentilles, mais honnêtes en même temps. En fait, elles me rendent un peu nerveuse. Pierre cligna des yeux. Nerveuse? C'est qu'elle sourit trop, vous savez, genre tout le temps. Même quand il pleut, même quand passe un enterrement. Elles restent là, à sourire comme des idiotes, et ça me dérange un peu. Ce n'était pas exactement la réponse que Pierre attendait. Il décida de faire une recherche plus systématique. Il passa une semaine entière à interviewer des gens sur leur réaction aux sculptures. Les résultats furent éducatifs. « Belle, mais un peu étrange », dit un commerçant. « Pourquoi elle semble si heureuse? Il s'est passé quelque chose ?» demanda un enfant. Sourire trop forcé. « Ça me rappelle ma belle-mère quand elle... » « Oh, fait semblant de m'aimer, » commenta un homme marié. « Elles me font me sentir coupable de ne pas sourire aussi, » admit une jeune femme. Pierre nota tout soigneusement. Il était clair qu'il fallait raffiner son approche. Peut-être que le problème était que les sourires seuls ne suffisaient pas. Les gens tristes n'avaient pas seulement besoin de voir le bonheur, ils avaient besoin de sentir que leur tristesse était comprise d'abord. Cette perception amena Pierre à créer ce qu'il appela les sculptures de transition émotionnelle. L'idée était géniale dans sa simplicité. Chaque œuvre montrerait une progression claire de la tristesse vers la joie. Les gens pourraient suivre le voyage visuel et théoriquement ressentir la même transformation émotionnelle. Il commença avec le deuil qui devient espoir. Une figure féminine avec une expression initialement mélancolique qui, selon l'angle de vision, révélait graduellement des signes de paix et d'acceptation. La technique était révolutionnaire. Pierre dut inventer des méthodes complètement nouvelles de sculpture pour obtenir l'effet. L'œuvre prit 6 mois à terminer.
Pierre l'installa à l'entrée du cimetière local, où les personnes en deuil bénéficieraient certainement du message visuel de guérison. 2 semaines plus tard, le prêtre de l'église locale vint lui parler. « Pierre, nous devons discuter de votre nouvelle sculpture. Est-ce que ça marche, père? Les gens se sentent-ils mieux? » Eh bien, ils ressentent quelque chose, principalement de la confusion. La moitié des gens pensent que la statue leur fait des grimaces. L'autre moitié jure qu'elle change d'expression quand ils ne regardent pas. Une dame âgée est convaincue que c'est l'œuvre du diable. Pierre expliqua patiemment la technique de transition visuelle et les bénéfices thérapeutiques prévus. Le prêtre l'écouta attentivement puis dit « Mon fils, avez-vous déjà considéré que peut-être les gens n'ont pas besoin de statue? Et pour se sentir mieux, mes pères, regardez autour, tout le monde porte un poids, une tristesse. Si je peux créer de l'art qui élimine cela, et qui a dit que la tristesse devait être éliminée? » Pierre resta silencieux. La question n'avait pas de sens. Évidemment, la tristesse devait être éliminée, c'était de la tristesse. Personne ne voulait être triste. La tristesse fait partie de la vie, Pierre, comme la joie. Vous ne pouvez pas la sculpter hors des gens. Mais Pierre ne pouvait accepter cette perspective. Si la tristesse faisait partie de la vie, alors sa mission était encore plus importante. Il fallait juste trouver la bonne approche. C'est alors qu'il décida de créer son œuvre la plus ambitieuse jusqu'alors, le Jardin du bonheur éternel. Un complexe entier de sculptures interconnectées qui raconterait l'histoire complète du dépassement humain de la souffrance. Il serait installé sur la place centrale de Lyon et servirait comme un type de thérapie, un public permanente. Le projet incluait des représentations de tous les types de tristesse que Pierre avait réussi à cataloguer. Perte, désillusion, peur, anxiété, solitude. Chacune serait montrée étant gentiment transformée en son opposé positif à travers un voyage visuel clair et inspirant. La famille Rothschild approuva le projet immédiatement, principalement parce que Pierre était devenu une sorte de célébrité artistique et il voulait être associé à l'innovation. Pierre interpréta l'approbation comme une confirmation scientifique qu'il était sur la bonne voie, ce qui nous amène au moment où il aurait vraiment dû réaliser qu'il essayait de résoudre un problème qui n'était peut-être pas un problème. Mais quand vous avez investi 10 ans de votre vie et toute votre réputation dans une mission, admettre que vous pourriez avoir tort n'est pas exactement facile. Surtout quand tout le monde continue à complimenter votre technique. À ce stade, Pierre s'était convaincu que la solution était évidente. Si les petites sculptures ne guérissaient pas la tristesse, les sculptures géantes le feraient certainement. Logique impeccable si vous ignorez complètement comment les émotions humaines fonctionnent. Le Jardin du bonheur éternel serait son chef-d'œuvre, un complexe entier de sculptures interconnectées racontant l'histoire complète du dépassement de la souffrance humaine. Il serait installé sur la place centrale de Lyon et fonctionnerait comme thérapie publique permanente. Parce qu'apparemment, Pierre pensait que la tristesse était comme un rhume, quelque chose qu'on attrape par accident et qu'on guérit avec le bon traitement. Le projet incluait des représentations de tous les types de souffrances qu'il avait réussi à cataloguer. Perte, désillusion, peur, anxiété, solitude. Chacun serait montré étant gentiment transformé en son opposé positif à travers un voyage visuel clair et inspirant. Pierre avait essentiellement créé un manuel d'auto-assistance en marbre, avec la même efficacité qu'un manuel d'auto-assistance, coïncidence. La famille Rothschild approuva le projet immédiatement, principalement parce que Pierre devenait une célébrité et il voulait être associé à l'innovation. L'argent n'était pas un problème quand on pouvait charger un loyer plus cher à cause de l'art thérapeutique dans le quartier.
Pierre interpréta l'approbation comme confirmation scientifique finale qu'il était sur la bonne voie. La construction commença avec pompe et circonstance. Pierre engagea les meilleurs artisans de Lyon, acheta du marbre de la meilleure qualité, dessina des plans qui ressemblaient à une carte de campagne militaire, sauf qu'au lieu de conquérir du territoire, il conquérait la mélancolie. Les premiers mois furent excitants. Pierre supervisait chaque détail personnellement. La base de la sculpture centrale, la transformation de la douleur en joie, exigeait des blocs de marbre, de la taille de carrosse. C'était impressionnant, c'était ambitieux, c'était complètement insensé. Les gens venaient regarder la construction. Certains demandaient ce que c'était. Pierre expliquait patiemment la thérapie à travers l'art visuel et la révolution qui était sur le point d'arriver dans le traitement de la souffrance humaine. La plupart hochèrent la tête poliment et s'en allaient en pensant que les artistes sont un peu bizarres de toute façon. Alors que les sculptures prenaient forme, quelques problèmes pratiques commencèrent à apparaître. La sculpture dépassement du deuil était si réaliste dans la partie du deuil que plusieurs personnes commencèrent à pleurer rien qu'en regardant. Pierre dut redessiner le visage 3 fois pour trouver le bon équilibre entre reconnaissance de la douleur et inspiration pour dépasser. La pièce « Victoire sur l'anxiété » causait de l'anxiété. Quelque chose dans l'expression faciale de la figure rendait les gens nerveux. Pierre ne pouvait comprendre pourquoi. Techniquement, c'était parfait. Et l'œuvre centrale, la transformation de la douleur en joie, confondait tout le monde. Selon l'angle, la figure semblait sourire, pleurer ou faire une grimace. Pierre appelait cela complexité émotionnelle innovante. Tout le monde appelait cela un peu perturbant. Mais Pierre était déterminé. 2 ans de travail, une fortune en marbre et la moitié de la place principale occupée. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il commença à faire des ajustements. Si les gens ne comprenaient pas le message, évidemment il fallait qu'il soit plus clair. Il ajouta des plaques explicatives, engagea un assistant pour rester sur la place à expliquer le concept aux visiteurs confus. L'assistant dura 3 semaines avant de démissionner. Apparemment, expliquer l'art thérapeutique aux Lyonnais sceptiques 8 heures par jour affectait sa propre santé mentale. Pierre décida que le problème était l'éducation. Les gens n'étaient simplement pas préparés pour une approche si révolutionnaire. Il écrivit un manuel, Guide pour l'appréciation de l'art curatif. Comment permettre aux sculptures d'éliminer votre souffrance? Le manuel avait 40 pages. Il incluait des diagrammes, des exercices pratiques et un calendrier suggéré de visite. Pierre recommandait au moins 3 sessions hebdomadaires de 15 minutes chacune pour des résultats optimaux. Il distribua des copies gratuitement. La plupart des gens utilisèrent les pages pour emballer du poisson au marché. À ce point, Pierre avait investi 5 ans de sa vie et pratiquement toute sa réputation dans une théorie qui était testée quotidiennement sur la place centrale de Lyon. Et chaque jour, des centaines de personnes passaient devant ces sculptures révolutionnaires, regardaient, commentaient sur la qualité technique et continuaient leur vie normale avec les mêmes problèmes normaux. Mais Pierre n'était pas encore prêt à admettre que peut-être, juste peut-être, la souffrance humaine était un peu plus compliquée qu'il l'imaginait. 20 ans après avoir commencé sa mission pour éliminer la souffrance humaine à travers l'art, Pierre dut finalement faire face à quelques statistiques gênantes. Lyon avait encore des gens tristes. En fait, elle avait exactement la même quantité de gens tristes qu'avant qu'il commence. Possiblement même plus, considérant qu'il devait maintenant vivre avec des sculptures géantes qui leur rappelaient constamment qu'ils devraient être heureux. Pierre était sur la place un matin de mardi, observant son chef-d'œuvre.
Le jardin du bonheur éternel était complet depuis 2 ans. C'était techniquement impressionnant, artistiquement révolutionnaire et thérapeutiquement inutile. Une dame âgée passa en marchant, s'arrêta devant la sculpture, dépassement de l'anxiété, soupira profondément et continua à marcher avec la même expression, inquiète que toujours. Un commerçant s'arrêta, victoire sur la mélancolie, regarda quelques secondes, secoua la tête et s'en alla en grommelant sur les impôts. Un enfant commença à pleurer devant la transformation de la douleur en joie. La mère le prit dans ses bras et sortit rapidement comme si elle fuyait un danger. Pierre la regarda partir, puis regarda sa sculpture. C'était censé apporter la joie, pas les larmes. Il s'assit sur un banc, le regard perdu dans le vide. 20 ans. 20 ans de sa vie consacrés à une mission qui, apparemment, était un échec total. Il avait dépensé une fortune, gagné une réputation, et tout ce qu'il avait à montrer, c'était une ville pleine de statues souriantes que personne ne comprenait vraiment. Il se sentit soudainement très fatigué. La fatigue n'était pas physique, c'était une fatigue de l'âme. La fatigue de quelqu'un qui a lutté pendant des décennies contre un problème qu'il ne comprenait pas. Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à la sculpture, il ne pensa pas au bouddhisme, il ne pensa pas à la souffrance humaine, il pensa à la paix d'un esprit qui ne lutte plus. Il ouvrit les yeux. La place était pleine de gens, des gens qui riaient, des gens qui parlaient, des gens qui pleuraient, des gens qui vivaient, et il réalisa quelque chose. La souffrance n'était pas un problème à résoudre. C'était une partie de la vie, comme la joie, comme la tristesse, comme la colère, comme l'amour. Et son travail n'était pas d'éliminer la souffrance, c'était de l'aider à la comprendre, de l'aider à l'accepter, de l'aider à la transformer. Il se leva. Il regarda ses statues. Elles étaient toujours là, souriantes. Mais maintenant, il les voyait différemment. Elles n'étaient pas des échecs. Elles étaient des étapes sur un chemin qu'il venait de commencer à comprendre. Il sourit, un sourire sincère, un sourire qui venait de l'intérieur, un sourire qui n'était pas forcé, un sourire qui était la paix. Il se tourna et partit. Il n'avait pas résolu le problème de la souffrance humaine, mais il avait résolu son propre problème, et c'était suffisant. Fatima, à l'Andalousie, avait un problème avec les fils. Pas les fils de couture, ceux-là, elle les maîtrisait parfaitement. Son problème était avec les fils invisibles que, selon les enseignements bouddhistes qu'elle avait récemment découverts, connectaient toutes les choses dans l'univers. Elle était couturière à Cordoue au XIIIe siècle, spécialisée dans la création de vêtements pour les familles marchandes prospères. Son travail était précis, beau et très demandé. Mais après avoir lu un manuscrit sur l'interdépendance universelle qui avait circulé parmi les érudits de la ville, Fatima avait commencé à voir son métier sous un jour complètement différent. Et cela la rendait folle. Le problème avait commencé innocemment. Fatima avait toujours été une personne pratique, qui aimait l'ordre et la prévisibilité. Quand elle cousait, chaque point avait sa place, chaque fil son but. C'était un monde qu'elle pouvait contrôler et comprendre. Puis elle avait lu sur l'interdépendance, l'idée que rien n'existe indépendamment, que tout est connecté à tout le reste dans un réseau complexe de causes et d'effets, que même l'acte le plus simple, comme coudre un bouton, dépendait d'innombrables conditions et affectait d'innombrables autres choses. Au début, cela semblait profond et inspirant. Fatima avait commencé à voir son travail comme faisant partie d'un grand tapisserie cosmique. Chaque vêtement qu'elle créait était connecté au mouton qui avait fourni la laine, au marchand qui l'avait transporté, au teinturier qui l'avait coloré, au client qui la porterait. C'était beau en théorie. En pratique,
C'était paralysant. « Zahara !» dit-elle à sa assistante un matin, tenant une aiguille en l'air comme si c'était un objet mystérieux. Vous réalisez que cette aiguille n'existerait pas sans le fer extrait de la terre, les mineurs qui l'ont extrait, les forgerons qui l'ont façonné, les marchands qui l'ont vendu. Zahra, qui était une jeune femme pragmatique, regarda Fatima avec inquiétude. « Oui, madame, et cela signifie que chaque point que je fais dépend de milliers de personnes que je ne rencontrerai jamais, et affecte des choses que je ne peux même pas imaginer. D'accord. Comment? Puis-je être responsable de quelque chose d'aussi complexe? Comment puis-je prendre des décisions sur quoi coudre? Comment le coudre? Pour qui le coudre? Si chaque choix est connecté à tout le reste. » Zahra posa son travail. « Madame, vous cousez depuis 20 ans. Pourquoi est-ce soudainement un problème? Parce que maintenant je comprends. Avant, je pensais que je cousais juste des vêtements. Maintenant, je réalise que je participe à un réseau cosmique d'interdépendance dont je ne comprends qu'une fraction infinitésimale. C'était le début de ce que Zahra appellerait plus tard les 2 années les plus étranges de ma carrière. Fatima avait commencé à analyser obsessionnellement chaque aspect de son travail. D'où venait exactement chaque matériau? Dans quelles conditions avait-il été produit? Quels seraient les effets à long terme de chaque vêtement qu'elle créait? Elle avait commencé à tenir un journal détaillé de toutes les connexions qu'elle pouvait identifier. Le journal avait rapidement grandi pour devenir plusieurs volumes, remplis de diagrammes complexes montrant comment un simple mouchoir était connecté à l'économie méditerranéenne, aux conditions météorologiques en Afrique du Nord et aux décisions politiques de dirigeants qu'elle ne rencontrerait jamais. « Regardez cela », dit-elle à Zahra, montrant une page couverte de lignes interconnectées. Ce tissu de soie vient de vers à soie qui ont mangé des feuilles de mûrier, qui ont poussé dans un sol fertilisé par... Eh bien, nous ne voulons pas entrer dans les détails. Le point est que tout est connecté. « Madame, » dit Zahra diplomatiquement, « peut-être que vous pensez trop à cela ?»« Trop » Zahra, comment peut-on trop penser à la nature fondamentale de la réalité? Le problème était que plus Fatima comprenait l'interdépendance, moins elle était capable d'agir. Chaque décision semblait avoir des ramifications infinies qu'elle ne pouvait pas prévoir ou contrôler. Quand Madame Esperanza, une de ses clientes régulières, commanda une robe pour le mariage de sa fille, Fatima passa 3 semaines à analyser les implications éthiques du projet. Le tissu vient de marchands qui commercent avec des régions en conflit, expliqua-t-elle à Zahra. Si j'achète ce tissu, est-ce que je soutiens indirectement la guerre? Mais si je ne l'achète pas, est-ce que je nuis aux artisans qui dépendent de ce commerce? Et qu'en est-il de l'impact environnemental du transport et des conditions de travail des teinturiers? Madame, dit Zahra patiemment, c'est juste une robe. Il n'y a pas de juste quoi que ce soit. Tout est connecté. Cette robe affectera comment la mariée se sent, ce qui affectera son mariage, ce qui affectera ses enfants, ce qui affectera la prochaine génération. Zahra soupira. Alors que suggérez-vous? Je ne sais pas, c'est le problème. Comment peut-on prendre des décisions responsables quand on ne peut pas comprendre toutes les conséquences? Fatima avait essayé plusieurs approches pour résoudre ce dilemme. D'abord, elle avait tenté de tracer l'origine de chaque matériau jusqu'à sa source. Cela s'était avéré impossible. Les chaînes d'approvisionnement étaient trop complexes et s'étendaient trop loin. Ensuite, elle avait essayé de prédire tous les effets possibles de chaque vêtement qu'elle créait. Cela aussi s'était avéré impossible. Il y avait trop de variables et d'incertitudes. Finalement, elle avait essayé de créer des vêtements parfaitement éthiques en utilisant seulement des matériaux locaux produits dans des conditions qu'elle pouvait personnellement vérifier.
Cela avait limité ses options à environ 3 types de tissus et avait rendu ses créations si chères que seuls les clients les plus riches pouvaient se les permettre. « Zara » dit-elle un jour, regardant fixement un morceau de tissu comme s'il contenait les secrets de l'univers, « Il pense que j'ai mal compris quelque chose sur l'interdépendance. » « Comment ça ? J'ai pensé que comprendre l'interdépendance signifiait être capable de voir et de contrôler toutes les connexions. Mais peut-être que c'est l'opposé. Peut-être que comprendre l'interdépendance signifie accepter que vous ne pouvez pas voir ou contrôler toutes les connexions. Cela semble plus sain. Mais alors comment prend-on des décisions ? Comment agit-on de manière responsable si on ne peut pas comprendre toutes les conséquences ? C'était la question qui avait hanté Fatima pendant 2 ans. Et la réponse, quand elle vint finalement, fut surprenamment simple. Elle était en train de coudre un bouton sur une chemise pour un client régulier quand cela la frappa. Elle ne pensait pas aux origines cosmiques du bouton ou aux ramifications universelles de l'attaché. Elle cousait juste, point par point, avec attention et soin. Et elle réalisa que c'était suffisant. « Zara » dit-elle, levant les yeux de son travail, « je pense que j'ai compris. » Compris quoi ? L'interdépendance ne signifie pas que je dois comprendre ou contrôler toutes les connexions. Cela signifie que je fais partie d'un réseau plus grand. Et ma responsabilité est de jouer ma partie aussi bien que possible. Et votre partie est coudre, bien coudre, avec attention, compétence et soin. Le reste, toutes les connexions que je ne peux pas voir ou contrôler, ce n'est pas ma responsabilité de les gérer. C'est ma responsabilité de faire confiance qu'elles existent et de faire ma part. Fatima pensa un moment. Peur de ne pas avoir de contrôle. Peur de dépendre de choses qui pouvaient changer ou disparaître. Peur que, si tout était connecté, alors tout était vulnérable. Et maintenant, je commence à penser que peut-être la vulnérabilité n'est pas l'opposé de la sécurité. Peut-être que c'est juste la réalité. Le vrai changement dans la perspective de Fatima vint quand elle reçut une commande d'un marchand qui avait voyagé sur toute la route de la soie. Il voulait un manteau qui incorpore des tissus de tous les endroits qu'il avait visités. Au lieu de voir cela comme un projet sur la diversité culturelle, Fatima le vit comme une démonstration parfaite d'interdépendance. Chaque tissu portait non seulement son origine géographique, mais toutes les conditions qui avaient rendu sa création possible. Le climat, le sol, les traditions locales, les routes commerciales qui permettaient l'échange de connaissances. Coudre le manteau devint une méditation sur la connexion. Chaque point unissait non seulement des tissus, mais des histoires, des lieux, des gens qui ne se rencontreraient jamais, mais qui collaboraient à travers le temps et l'espace pour créer cette pièce unique. Savez-vous quelle est la partie la plus étrange ? Dit Fatima à Zara pendant qu'elle travaillait. Plus j'accepte que tout dépend de tout, plus je me sens libre. Comment cela peut-il être ? Parce qu'avant, j'essayais de contrôler quelque chose d'impossible à contrôler. J'essayais d'être responsable de créer l'indépendance là où l'indépendance ne peut pas exister. Maintenant, je peux simplement participer. Quand elle termina le manteau, Fatima le regarda avec une satisfaction qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas une tentative de prouver une théorie ou de résoudre un problème. C'était simplement un beau manteau qui existait parce que des milliers de conditions s'étaient alignées pour le rendre possible. « Zara, dit-elle, je pense que j'ai finalement compris ce que je cherchais pendant ces 2 années. Qu'est-ce que c'était ? Je cherchais une façon d'exister sans avoir besoin de faire confiance à quoi que ce soit ni à personne. Mais c'est impossible parce qu'exister, EST, faire confiance. C'est participer à un réseau de dépendance qui est plus grand que ce que n'importe qui peut comprendre complètement. »
Fatima rangea ses outils et regarda autour de l'atelier. Chaque objet là existait parce que d'innombrables conditions s'étaient combinées de façon spécifique. Et elle aussi, et Zara, et chaque personne qui passait dans la rue. Alors quelle est la réponse? Demanda Zara. La réponse est qu'il n'y a pas de question, répondit Fatima en souriant. Ou plutôt, la question était fausse depuis le début. Au lieu de « Comment puis-je être indépendante ?» la question devrait être « Comment puis-je bien participer à l'interdépendance qui existe déjà ?» Et cette question a une réponse? Oui, la réponse est « En prêtant attention, en étant reconnaissante, en faisant sa part sans essayer de contrôler le résultat final, et en acceptant qu'on est à la fois nécessaire et dépendante en même temps. » Fatima prit une aiguille et du fil nouveau. « Et en cousant, ajouta-t-elle, définitivement en cousant. Et pour la première fois en 2 ans, elle commença un nouveau projet sans essayer de révolutionner quoi que ce soit. Juste en cousant, point par point, participant à l'ancienne collaboration entre mains, outils, matériaux et intentions qui avait rendu possible tous les vêtements jamais créés dans l'histoire de l'humanité. Et pendant que Fatima découvrait que tout était connecté par des fils invisibles, à Venise, un banquier était sur le point d'apprendre que le détachement total peut avoir des conséquences financières très visibles. Lorenzo Medici Jr. avait tout ce qu'un banquier vénitien du XIVe siècle pouvait vouloir. Des coffres pleins, des clients influents et une réputation solide dans le commerce méditerranéen. Le problème, c'est qu'il avait aussi une bibliothèque. Et il avait commis l'erreur fatale de lire un livre sur la philosophie orientale. Le livre en question était arrivé à Venise par un marchand qui négociait avec l'Orient. C'était une traduction de 3e main de texte sur le détachement et la libération de la souffrance. Lorenzo l'avait acheté plus comme curiosité que comme guide spirituel. Mais quand il lut sur comment l'attachement au résultat était la racine de toute souffrance, une idée dangereuse commença à se former dans son esprit. Et si, pensa-t-il, j'appliquais ces principes à la banque? C'était le type de question qui aurait dû venir accompagné d'un avertissement que certaines idées sont mieux laissées comme exercice théorique. Lorenzo était genuinement enthousiaste de la découverte. Il passa des semaines à étudier le concept de détachement. L'idée que la souffrance venait de s'accrocher trop à des choses, des gens ou des résultats spécifiques, que la vraie paix n'était possible que quand on lâchait le besoin de contrôler. Cela avait un sens total, au moins en théorie. « Marco ?» dit-il à son assistant principal un matin, « avez-vous déjà remarqué comme notre travail nous rend anxieux ?» Marco, qui avait passé 15 ans à gérer les finances de la famille Medici, regarda Lorenzo avec une certaine inquiétude. « Anxieux comment, monsieur ? Toujours nous inquiéter si les prêts vont être remboursés, si les investissements vont rapporter, si les clients vont honorer les contrats. C'est épuisant. Eh bien, monsieur, c'est un peu notre fonction. Mais et si ce n'était pas? Et s'il existait une façon de conduire les affaires sans tout ce stress inutile? » Marco n'aima pas où cette conversation allait. « Qu'avez-vous en tête ?» Lorenzo montra le livre. « J'ai étudié la philosophie orientale. Ils ont des concepts fascinants sur le détachement et la libération de la souffrance en ne s'accrochant pas à des résultats spécifiques. Et cela s'applique aux banques comment? Excellente question, je vais expliquer. » Lorenzo avait développé ce qu'il appelait le système bancaire illuminé. L'idée était révolutionnaire dans sa simplicité. Au lieu de s'inquiéter obsessionnellement des profits, du retour sur investissement et du remboursement des prêts, la banque fonctionnerait avec un détachement total des résultats. « Voyez-vous, » expliqua Lorenzo à Marco, « la plupart de notre stress vient des attentes. Nous attendons que les débiteurs paient.
Nous attendons que les investissements rapportent. Nous attendons que les contrats soient respectés. Mais, et si nous n'attendions simplement pas? Je ne comprends pas. Et si nous offrions des prêts sans nous attacher à l'idée qu'ils doivent être remboursés? Et si nous faisions des investissements sans nous inquiéter du retour? Imaginez la liberté psychologique. Marco resta silencieux un moment. Monsieur, avec tout le respect, cela ne serait plus une banque. Ce serait une institution de charité. Exactement. Une institution de charité qui se trouve travailler avec de l'argent. Et comment exactement paierions-nous nos employés, nos coûts opérationnels? Comment maintiendrions-nous les opérations en Saint-Jean-Saint-Y? Marche? Lorenzo fit un geste désinvolte. Ce sont exactement les types d'inquiétudes que la philosophie orientale enseigne à transcender. Quand vous arrêtez de vous accrocher à des résultats spécifiques, l'univers pourvoit. Marco fit une note mentale pour commencer à chercher un autre emploi. Mais Lorenzo était déterminé. Il commença à implémenter des changements graduels. D'abord, il instruisit les employés d'arrêter d'envoyer des rappels de recouvrement aux débiteurs en retard. Les recouvrements viennent d'un lieu d'attachement, expliqua-t-il à l'équipe. Nous sommes attachés à l'idée que l'argent prêté doit revenir, mais cela crée du stress tant pour nous que pour les clients. Et s'ils ne paient simplement pas? Demanda un des employés. Alors, ils ne paient pas, et nous acceptons cela avec équanimité. La deuxième étape fut d'éliminer les intérêts sur les prêts. Les intérêts sont une manifestation de l'avidité, déclara Lorenzo. Le vrai détachement signifie prêter sans attente de gains personnels. La troisième étape fut la plus radicale. Lorenzo décida que la banque arrêterait de distinguer entre bons et mauvais payeurs. La discrimination basée sur l'historique de crédit est une forme de jugement, expliqua-t-il. Le jugement vient de l'attachement à des modèles spécifiques de comportement. En d'autres termes, n'importe qui pouvait emprunter n'importe quelle somme, indépendamment de sa capacité de remboursement. Monsieur, dit Marco diplomatiquement, cela me semble une recette pour un désastre financier. Marco, vous pensez en termes de l'ancien paradigme. Je crée quelque chose de complètement nouveau. Un système bancaire basé sur la confiance universelle et le détachement illuminé. Et si ça tourne mal? Lorenzo sourit sereinement. C'est là qu'est la beauté du détachement. Si ça tourne mal, nous acceptons le résultat sans souffrance. Si ça marche, nous célébrons sans nous attacher au succès. Marco regarda Lorenzo, puis le livre de philosophie orientale, puis de nouveau Lorenzo. Monsieur, puis-je suggérer que peut-être nous testions ces idées à petite échelle d'abord? Non, Marco. Le détachement à moitié n'est pas du détachement. Nous allons plonger tête première dans la transformation spirituelle du système bancaire vénitien. Et c'est ainsi que Lorenzo Medici Jr. embarqua dans l'expérience la plus chère de l'histoire de la philosophie appliquée aux finances. Les premières semaines du système bancaire illuminé furent étonnamment populaires. Quand la nouvelle se répandit que les Médicis offraient des prêts sans intérêt, sans garantie et sans recouvrement, une file se forma à la porte de la banque. Lorenzo interpréta cela comme une validation de son approche révolutionnaire. « Vous voyez, Marco, dit-il, observant la foule de clients potentiels. Les gens répondent à l'énergie positive. Quand vous offrez des services financiers basés sur la confiance et le détachement, l'univers conspire en votre faveur. » Marco, qui observait certains des visages dans la file, ne partageait pas le même optimisme. « Monsieur, certains de ces hommes ne sont pas exactement connus pour leur fiabilité financière. Marco, c'est exactement le type de jugement que nous transcendons. Chaque personne mérite une opportunité de démontrer sa vraie nature. » Le premier client fut Benedetto, un marchand qui avait fait faillite 3 fois dans les 2 dernières années.
Il demanda l'équivalent de 2 maisons pour investir dans une opportunité unique dans le commerce d'épices. Dans les temps anciens, Lorenzo aurait demandé des garanties, enquêté sur le plan d'affaires, exigé des contrats détaillés. Maintenant, il sourit simplement et remit l'argent. Benedetto, je fais confiance que vous utiliserez ces ressources de la meilleure façon possible. Il n'y a pas d'urgence pour rembourser. En fait, n'y pensez même pas. Concentrez-vous juste sur prospérer. Benedetto fut si surpris qu'il demanda 2 fois si Lorenzo avait compris la valeur demandée. Quand confirmé, il sortit de la banque pratiquement en courant. « Vous voyez comme il était heureux ?» commenta Lorenzo à Marco. « C'est ce qui arrive quand vous retirez le stress financier des transactions. » Le deuxième client fut encore plus intéressant. Giuseppe, connu pour avoir dépensé tout l'héritage familial en fêtes et paris, voulait un prêt pour commencer une nouvelle vie. La valeur demandée équivalait à une petite fortune. Lorenzo remit l'argent sans ciller. Le troisième client n'était même pas vénitien. C'était un étranger qui était arrivé en ville 3 jours avant et prétendait être prince d'un royaume lointain que personne ne pouvait localiser sur la carte. Il voulait un financement pour récupérer son trône légitime. Lorenzo finança la reconquête. À la fin de la première semaine, la banque avait prêté plus d'argent que dans les 3 mois précédents combinés. Lorenzo était radieux. « Marco, avez-vous vu la transformation chez les gens? Comment ils deviennent quand traités avec une confiance totale? C'est beau. Monsieur, puis-je parler franchement? Bien sûr. Je n'ai pas vu de transformation. J'ai vu des gens en état de choc de pouvoir obtenir de l'argent sans garantie. Et quelques rires un peu nerveux quand ils sortaient. Vous interprétez mal les signes. Ces rires sont des expressions de joie pure. » Marco décida d'essayer une approche différente. Et nos ressources, nous prêtons beaucoup plus que nous recevons. « Ah, Marco, vous êtes encore pris dans l'ancien paradigme. L'argent est de l'énergie. L'énergie ne se perd pas, elle se transforme seulement. Mais monsieur, notre énergie se transforme en absence d'argent dans le coffre, temporairement. Quand les gens prospéreront avec nos prêts, ils retourneront cette énergie multipliée. Et s'ils ne la retournent pas, Lorenzo haussa les épaules sereinement. Alors nous apprenons une leçon précieuse sur le détachement. La deuxième semaine apporta des révélations intéressantes. Benedetto avait été vu dépensant tout le prêt dans une fête qui dura 3 jours. Giuseppe construisait une fontaine décorative en forme de son propre visage au milieu de la place. Le prince étranger avait acheté une maison et engagé des serviteurs, mais ne mentionnait aucun plan de récupération de royaume. « Monsieur, » dit Marco, « diplomatiquement, peut-être est-il temps de reconsidérer certains aspects de notre nouvelle approche. Pourquoi? Les gens prospèrent clairement. Benedetto a tout dépensé en vain. Il a stimulé l'économie locale. Giuseppe construit une statue de lui-même. L'art est une forme valide d'expression personnelle. Le prince a acheté une mention, mais il n'y a aucune preuve qu'il soit vraiment un prince. Les titres de noblesse sont des constructions sociales artificielles. » Marco respira profondément. « Monsieur, personne n'a rien remboursé, et nous continuons à prêter. Marco, vous mesurez le succès en utilisant les métriques de l'ancien paradigme. Dans le système illuminé, le succès n'est pas mesuré par le retour financier, mais par l'élimination de la souffrance inutile. Et notre souffrance quand nous ne pourrons pas payer nos propres créanciers. » Lorenzo fit une pause. C'était la première fois qu'il considérait que la banque avait aussi des obligations financières. Des salaires à payer, le loyer du bâtiment, des contrats avec des fournisseurs. « Eh bien, dit-il lentement, c'est une opportunité de pratiquer le détachement par rapport à nos propres besoins matériels. Monsieur, avec tout le respect, cela sonne moins comme de la philosophie illuminée et plus comme une faillite bien intentionnée. » Mais Lorenzo n'était pas encore prêt à admettre qu'il y avait peut-être une différence
entre détachement sage et irresponsabilité financière bien intentionnée. Marco, vous devez avoir foi dans le processus. Nous plantons des graines de prospérité universelle. La récolte viendra. Marco regarda par la fenêtre, où il pouvait voir Giuseppe supervisant la construction de sa fontaine narcissique avec l'argent prêté par la banque. « J'espère qu'elle viendra bientôt », murmura-t-il, « parce que nos réserves s'épuisent. » La 3e semaine apporta des visiteurs inattendus. D'autres banquiers vénitiens commencèrent à apparaître à la porte des Medici, non pour féliciter Lorenzo de son innovation philosophique, mais pour comprendre pourquoi diable il détruisait le marché financier local. « Lorenzo, dit Antonio Grimaldi, représentant un consortium de banques rivales, nous devons parler. » « Bien sûr, Antonio, venez découvrir notre nouveau paradigme bancaire. » « C'est exactement de cela que nous voulons parler. Vous offrez des prêts sans intérêt, sans garantie, sans enquête de crédit. Cela crée des attentes irréalistes sur le marché. » Lorenzo sourit sereinement. « Les attentes basées sur la confiance et la générosité ne sont pas irréalistes. Elles sont évolutives. Elles sont insoutenables. Et elles forcent le reste d'entre nous à concurrencer avec des conditions impossibles. Peut-être devriez-vous considérer adopter des philosophies plus illuminées aussi. » Antonio regarda autour de la banque, notant la file encore plus grande de gens attendant des prêts miraculeux. « Lorenzo, vous réalisez que cela ne peut pas durer, n'est-ce pas? » « Pourquoi pas? Parce que les mathématiques ne sont pas de la philosophie. Si vous prêtez plus que vous recevez, éventuellement, vous n'aurez plus rien à prêter. Vous pensez en termes limités. L'abondance crée l'abondance. L'abondance de quoi? De dettes? Mais le vrai problème n'était pas les banquiers concurrents. Le vrai problème était les propres créanciers des Medici. Parce que pendant que Lorenzo pratiquait le détachement avec l'argent des autres, les gens à qui la banque devait de l'argent attendaient encore le paiement. Vincenzo, le fournisseur de papier pour les documents bancaires, fut le premier à frapper à la porte. « Lorenzo, où est le paiement de ce mois ?»« Ah, Vincenzo, à ce sujet, je pratique une nouvelle approche philosophique aux obligations financières. » « Quel type d'approche ? Détachement des résultats spécifiques. Au lieu de me stresser avec des délais et des valeurs, exact, je fais confiance que l'univers va aligner les énergies nécessaires. » Vincenzo resta silencieux un moment. « Lorenzo, vous me devez 3 mois de fourniture. Ce n'est pas de l'énergie cosmique. C'est de l'argent réel pour du papier réel que vous avez utilisé. Vincenzo, vous êtes encore pris dans le paradigme matérialiste. L'argent n'est qu'une illusion qui paie mon loyer. Peut-être est-il temps pour vous aussi d'explorer le détachement des besoins matériels. » Vincenzo regarda Lorenzo comme s'il avait perdu la raison, ce qui d'un point de vue financier était probablement exact. « Lorenzo, si vous ne me payez pas d'ici la fin de la semaine, je vais devoir prendre des mesures légales. » Vincenzo, la menace de violence légale vient d'un lieu de peur et d'attachement. Je vous encourage à méditer sur « Je vous encourage à me payer ». Et Vincenzo sortit en claquant la porte. C'était le début de ce que Marco appellerait plus tard l'effondrement prévisible d'une expérience philosophique mal conçue. Dans les jours suivants, d'autres créanciers commencèrent à apparaître. Le propriétaire du bâtiment, les employés qui n'avaient pas été payés, les fournisseurs de matériel de bureau. Tous voulaient de l'argent réel pour des services réels qu'ils avaient fournis. Et Lorenzo n'avait pas d'argent réel à donner, parce qu'il l'avait tout prêté à des gens qui pratiquaient maintenant leur propre version du détachement de l'obligation de rembourser. « Marco, » dit Lorenzo un matin, regardant les piles de factures impayées sur son bureau. « Je pense que j'ai peut-être mal compris quelque chose sur le détachement. » « Vraiment? Qu'est-ce qui vous donne cette impression ?»
Eh bien, il semble que détachement des résultats ne signifie pas ignorance des responsabilités. Quelle perspicacité révolutionnaire. Marco, votre sarcasme ne nous aide pas dans cette situation. Vous savez ce qui nous aiderait? De l'argent réel, du type que nous avions avant de commencer cette expérience illuminée. Lorenzo soupira. Peut-être que nous devrions reconsidérer certains aspects de notre approche. Vous pensez? Mais comment pouvons-nous revenir en arrière sans compromettre nos principes philosophiques? Marco le regarda avec incrédulité. Monsieur, nos principes philosophiques nous ont menés à la faillite. Peut-être est-il temps de compromettre un peu. Mais Marco, si nous abandonnons le détachement, ne retournons-nous pas au vieux modèle de souffrance et d'anxiété? Préférez-vous la souffrance et l'anxiété ou la faillite et l'humiliation publique? Lorenzo considéra cela. Quand vous le formulez ainsi, monsieur, puis-je suggérer que peut-être le vrai détachement n'est pas d'ignorer les conséquences de nos actions, mais d'accepter la responsabilité pour elles? Comment ça? Peut-être que détachement sage signifie faire votre travail du mieux que vous pouvez sans être obsédé par les résultats. Pas ignorer complètement si votre travail fonctionne ou non. Lorenzo regarda le livre de philosophie orientale sur son bureau. Vous pensez que j'ai mal interprété les enseignements? Je pense que vous avez pris une idée profonde et l'avez appliquée de façon superficielle. Alors que suggérez-vous? Que nous commencions à gérer cette banque comme une banque, avec détachement sage si vous voulez, mais avec responsabilité réelle. Lorenzo hocha la tête lentement. Et les prêts que nous avons déjà faits, nous essayons de récupérer ce que nous pouvons, et nous apprenons une leçon coûteuse sur la différence entre détachement et négligence. Marco? Oui, monsieur? La prochaine fois que je veux révolutionner un système financier basé sur un livre de philosophie, arrêtez-moi. Avec plaisir, monsieur. Et c'est ainsi que Lorenzo Medici Jr. apprit que certaines sagesses sont mieux appliquées graduellement, avec discernement, et avec une compréhension claire de la différence entre détachement spirituel et irresponsabilité pratique. La banque survécut, mais à peine. Et Lorenzo développa une appréciation beaucoup plus nuancée pour l'art d'appliquer la philosophie orientale à la vie occidentale. Et ainsi nous arrivons à la fin d'un autre épisode. J'espère que ces histoires vous ont apporté quelque chose d'intéressant à méditer pendant que vous vous détendez. Si par hasard vous êtes encore éveillé après tout cela, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si vous voulez, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Maintenant, il est temps de se reposer. Laissez votre esprit se calmer, votre corps se détendre et permettez au sommeil de venir naturellement. Bonne nuit et beaux rêves.